Salut à tous. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne de près ou de loin, vous avez peut-être vu passer le film d'animation, long métrage d'animation, Cette nuit, que j'ai réalisé en collaboration avec un pote. Ça nous a pris plus d'1 an et demi. Gros travail, et en fait l'idée c'était donc de se balader dans mes peintures, de peinture en peinture, d'étendre les univers. Ce n'était pas l'idée première, et c'est pour ça que donc je fais cette vidéo pour expliquer notre processus de création, notre démarche, d'où est-ce que ce projet est venu, comment est-ce qu'il a émergé, et puis aussi je vais aborder quelques questions, enfin une question, c'est même pas une question, j'ai pas envie de dire problématique non plus, ça fait trop universitaire. Et pourtant, ça provient de mon mémoire de l'année dernière de licence 3 en art plastique, où justement c'était sur un mémoire dédié à ce long métrage d'animation qui à cette époque-là n'était pas encore achevé. L'importance de l'imagination, donc c'est le titre de cette vidéo. Je vais aborder cette question-là à travers donc ce film. Que si vous ne l'avez pas vu, je vous invite du coup à le voir. Voilà, c'est un film d'animation expérimental qui se présente aussi sous la forme d'une expérience visuelle et auditive. Je vais y arriver, donc le port du casque ou des écouteurs ou un bon son est conseillé. Et donc voilà, d'ailleurs, merci beaucoup. Il a fait pas mal de vues et c'est cool, franchement c'est cool. N'hésitez pas à continuer à le partager. Voilà, et sinon avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Rodriguez et vous êtes ici sur une chaîne d'art au sens large, avec particulièrement de la peinture acrylique, même si en ce moment je ne peins pas. C'est une période où je ne peins pas, j'ai beaucoup peint. Donc là je fais de plus en plus de vidéos, donc voilà, il y a aussi beaucoup de vidéos. Un peu de tout, j'expérimente. Voilà, là comme je vous ai dit, du coup on va parler d'un film d'animation, mais pour le moment c'est le seul, et donc il y a plein d'autres choses, voilà, j'expérimente. Donc Cette nuit, un long métrage d'animation où un personnage déambule de peinture en peinture. Pour vous parler un peu du projet en guise d'introduction, c'est une collaboration artistique qui associe art visuel et récit de texte dans un long métrage d'animation. Celui-ci est une expérience visuelle et auditive, narration autour de certaines de mes peintures. Le personnage central rêve de son parcours initiatique. Je vais identifier les raisons pour lesquelles nous avons travaillé sur ce film, celle de transmettre à travers l'onirisme l'idée de l'importance de l'imagination et également quelques pensées philosophiques sur la vie. Mais nous verrons qu'il y a différentes interprétations à ce film, plus ou moins claire et plus ou moins hiérarchisée surtout. Et bien sûr, je vous expliquerai aussi ma démarche poétique, qui fut tout d'abord celle de vouloir lier des textes poétiques à des œuvres picturales, de les mettre en scène sous forme de vidéo, afin de créer une expérience visuelle et auditive, puis celle d'en faire une histoire à part entière sous forme de court-métrage d'animation, qui finalement, au fil d'un long processus, devient un long métrage. Et j'expliquerai en quoi mes choix plastiques ont été déterminants dans ma démarche et mon processus de création. En un sens, je peux comparer certains aspects du film avec les longs métrages et courts métrages de Michel Oslo. Kirikou, pour ceux qui veulent se repérer. Ce cinéaste autodidacte a consacré toute sa carrière au cinéma d'animation. Depuis le début, il écrit ses propres histoires, dessine lui-même les personnages de ses films et crée leur univers graphique. C'est dans Cinécie qu'il découvre la silhouette, écrit-il. Je cite, « Pour cause de pauvreté, cette technique à peu près oubliée est la moins chère de toutes. Elle me charme. » Puis plus tard, en 2010, il réalise la série télé d'animation Dragon et Princesse, 10 épisodes de 13 minutes, dont La maîtresse des monstres, L'écolier sorcier et Le loup-garou. Où il revient à ses silhouettes noires, non cette fois-ci par manque d'argent, mais simplement, écrira-t-il, parce que j'y avais pris goût et que je désirais retrouver cette image stylisée et intense. Et là, je rejoins dans le sens où mes peintures qui ont été réalisées entre 2011 et jusqu'à récemment, de moins en moins puisque j'essaye, quand je peins actuellement, de me lancer de plus en plus dans les détails pour perfectionner mon dessin, mais j'ai toujours fait des silhouettes noires pour représenter mes personnages. Et au début, ça avait un but purement,
C'était pour me simplifier la vie et parce que mon niveau de dessin est limité. Mon niveau de dessin, d'ailleurs, plus que mon niveau de peinture finalement, puisque j'ai toujours été habitué à poser le pinceau directement sur la toile et j'ai beaucoup plus voilà, de mal avec le crayon qu'avec la peinture. Du coup, je faisais des silhouettes noires un peu par obligation, j'ai envie de dire, mais finalement, j'ai pris goût. C'est pour ça que je compare vachement mon cas à Michel Oslo, bien qu'il fasse des silhouettes noires aussi, mais c'est aussi parce que moi j'étais limité. Bon, lui c'était une facilité pour une question financière. Moi, c'est parce que j'étais limité niveau dessin. Mais finalement, j'ai créé mon style, entre autres, avec ces silhouettes noires. Et pareil, j'y ai pris goût, et pour rien au monde, je les lâcherai, en fait. Elles correspondent à mon univers, et voilà, même si à côté de ça, j'essaye autre chose, de faire des personnages plus détaillés, etc. Ce qui a été le cas, d'ailleurs, plus récemment. Et donc pour ce film, nous avons pris donc ces silhouettes noires qui représentent mes tableaux, puisque l'idée c'est de se balader dans mes tableaux. Et donc le protagoniste et les autres personnages sont des silhouettes noires. Mais là où Michel Oslo utilise des personnages bien dessinés et aux contours très détaillés, où les couleurs de l'environnement sont vives, mes silhouettes en revanche s'apparentent davantage à des ombres, à des formes fantasmagoriques. Le personnage central a pour seule caractéristique ses yeux bleus, en cela tout spectateur pourrait s'identifier à lui. En revanche, les personnages des danseuses issues de vidéos conservent, elles, leurs caractéristiques identifiables. Puisque finalement, il y a aussi un peu de vidéo dans ce film, c'est un peu un mélange de médiums, je vous en parlerai un peu après. Où Michel Oslo insiste sur les couleurs vives, j'intègre moi des ambiances sombres, même si les ambiances s'illuminent et que les couleurs deviennent plus vives au fur et à mesure que le film avance. Une expérience visuelle et auditive. Alors notre point de départ était l'idée de faire vivre au spectateur une expérience visuelle et auditive de 5 minutes initialement, mais je vais vous expliquer comment on s'est emballé. Ça devait être une expérience visuelle et auditive en associant voix off, univers sonore et quelques images, pour la plupart immobiles, intervenant assez occasionnellement. Et pour mettre en œuvre ce projet, nous avons convenu d'une démarche assez particulière et hasardeuse, qui est celle-ci. Mon collaborateur a commencé par sélectionner quelques-unes de mes peintures oniriques qui lui ont inspiré des textes poétiques. Puis l'idée fut de me faire le retour de ces écrits pour que je les enregistre et les compte et que cela puisse m'inspirer un univers sonore. Le rendu final apparaissait alors comme une vidéo de 5 à 10 minutes maximum, une expérience visuelle et auditive dans laquelle les poèmes seraient contés en voix off sur un fond sonore avec musique, bruitage, associé aux images fixes de mes illustrations. C'était un jeu de questions-réponses, un genre de cadavresque. Je vais revenir un peu plus loin sur cette notion de cadavresque. Un univers étendu de mes peintures. En étroite collaboration, nous avons tissé un lien entre les peintures et donc également entre les textes. Le projet a très vite évolué vers une histoire poétique où un personnage évolue. Et puis je songe à des lunes fleurs assiégeant les vallées, dont seule la lueur éclaire mes pieds, pataugeant entre les collines dans la peinture qui s'écoule du ciel, suivant le fleuve qui se dessine et pour seule torture une odeur de miel. Malgré les branches dénudées, le vent froid, presque glacé, la nuit qui s'alourdit et au loin la fumée, tout paraît plus doux sur une route qui n'est pas la sienne. Alors je scrute l'horizon, à la recherche d'une voie, peut-être en fait la mienne. De toute façon, je n'ai pas le choix. Vivre avant que les souvenirs reviennent. Et comme nous avions conservé notre démarche première, qui était de travailler en étroite collaboration, l'un sélectionnant mes peintures et y attachant un texte, l'autre en créant un univers sonore sur les textes comptés, notre vision du projet se précisait. En effet, à ce stade-là, les textes ayant un fil conducteur, j'ai vite été bloqué dans l'univers visuel. Cela n'a pas fait l'objet d'une réflexion consciente, mais j'aurais été naturellement freiné si je n'avais utilisé uniquement mes illustrations de base. C'est pour ça que j'ai commencé à étendre l'univers de mes peintures, pouvoir se balader, déambuler dedans, passer de l'une à l'autre, d'un paysage à l'autre, d'un univers à l'autre.
Et pour cela, j'ai utilisé la peinture numérique ainsi que le collage photo, avec un peu de vidéo aussi. Donc voilà, c'est peinture, donc un mélange de peinture acrylique, numérique, du collage et retouche photo. Photos que j'ai pu, moi, prendre, c'est-à-dire que ce sont des photos personnelles, mais aussi n'importe quelle photo prise sur internet, que j'ai découpé, que j'ai collé, donc un collage photo avec évidemment retouche photo, donc ce sont des photos qui sont retouchées. J'ai monté le film sur Premiere Pro, et j'ai fait les animations sur Premiere Pro, donc c'est pas comment dire, c'est pas le premier logiciel pour faire de l'animation, bien qu'on puisse. Et c'est à l'aide de Photoshop, du logiciel Photoshop que j'ai fait mes calques, que j'ai découpé, que j'ai fait les retouches. L'histoire ainsi écrite m'inspirait donc un univers riche en visuels. De ce fait, le protagoniste pouvait être en mouvement et évoluer de façon animée dans un monde plus large et sans limite. Donc faire vivre au spectateur une expérience visuelle et auditive s'appuyant sur des textes et des visuels demeurait toujours notre démarche première, non plus uniquement sur des images immobiles, mais sur des images animées. De la peinture à la vidéo en passant par l'illustration numérique. Aller de la peinture à l'illustration numérique, peinture numérique et du collage retouche photo, est un moyen pour moi d'étendre les univers présents sur mes toiles, comme je vous ai dit. Cela me permet également de multiplier les textures et l'aspect des illustrations afin que le passage d'une émotion à une autre, d'une étape à une autre, soit plus marqué, plus traduisible, plus perceptible d'un point de vue scénaristique, mais aussi au niveau des émotions et des sensations. Les supports sur lesquels je pratique la peinture, toile et ardoise, me permettent également de varier les visuels et leurs textures. Donc c'est vrai que il y a plein de textures dans ce film. Il y a de la peinture sur l'ardoise, donc vous voyez de la peinture plus en relief en fait, sur de la pierre clairement, donc avec éventuellement un petit jeu d'ombre aussi, de la peinture acrylique où on voit vraiment les touches de pinceau, et on peut voir aussi sur certaines d'entre elles le grain de la toile. Et peinture numérique qui est plus ou moins plat, plus ou moins lisse, et le collage retouche photo où là il y a vraiment un effet peinture aussi sur la photo. Le fait de mettre tout cela en œuvre sous forme de vidéographie est un moyen de pratiquer une spécialité nouvelle pour moi, l'animation. Ça faisait longtemps en fait que je voulais mettre en mouvement mes peintures et pouvoir qu'on puisse entrer dedans. Donc voilà, c'était l'occasion parfaite. Ce film d'animation est un voyage onirique qui raconte le rêve d'un homme qui traduit son parcours initiatique. Le film fait passer le spectateur par toutes les émotions, et donc nous avons tenté d'exacerber toutes ces sensations par le biais du visuel et du son, donc en faisant vraiment une expérience visuelle et auditive. Il y a une notion de synesthésie, c'est vraiment de l'ordre de la synesthésie, surtout pour certains passages où le son n'est pas là uniquement pour accompagner l'image. Le son dialogue vraiment avec l'image dans le sens où le son a une texture aussi, une texture sonore. La synesthésie, pour rappel, d'ailleurs je vous renvoie vers une vidéo où j'explique bien ce que c'est. C'est communément le graphème couleur, c'est-à-dire l'alliance de son et d'images, entendre les images, entendre les couleurs et voir les sons, se représenter les sons sous forme de trajectoire, de mouvement ou de couleurs, de formes,
de texture. Donc voilà, c'est quand les sens se confondent, entre guillemets, quand les sens communiquent vraiment entre eux. Mais bref, je vous renvoie sur la vidéo si vous voulez en savoir plus ou si c'est pas clair, parce que c'est pas forcément une notion claire, mais en tout cas, expérience visuelle et auditive dans ce sens-là, où le film qui est très onirique est également très synesthésique. On y retrouve la peur liée au cauchemar ainsi que des instants plus lumineux qui traduisent l'espoir. C'est une évolution de l'ombre vers la lumière, les mélangeant parfois de manière confuse. Les ombres cauchemardesques renvoient aussi à la part d'ombre du protagoniste. Celui-ci fait des rencontres, mais celles-ci ne sont pas toujours bénéfiques pour lui. Il se perd également, ce qui l'amène à sa solitude. Nous présentons ce projet sur la base d'une expérience visuelle et auditive déroutante et déconcertante. Ainsi, le spectateur peut se plonger dans le voyage initiatique du protagoniste, mais aussi, quelque part, s'identifier à lui de manière plus ou moins prononcée. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous identifier à lui pour apprécier, bien sûr, et puis même tout simplement, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est vous qui verrez sur le moment, et puis même c'est inconscient, c'est presque plus intéressant si vous ne vous posez pas la question sur le moment. Mais voilà, dans cette vidéo, on est là pour analyser un peu, pour expliquer et analyser. Mais voilà, ça peut aussi éventuellement en parler, puisque les thèmes abordés sont universels, peuvent parler à chacun. Les textes rappellent une histoire de vie finalement assez commune qui pourrait parler à chacun donc, et qui utilise donc la métaphore d'un rêve. Je m'effondrais et m'effondrerai encore à chaque fois que mon esprit belliqueux, en guerre contre le réel, cherchera à s'en affranchir. Insupportable réel qui écrase tout sur son passage. Et donc, puisque c'est un rêve, nous jouons également sur la confusion de cette histoire, sur la clarté de ces événements, ce qui renvoie à la libre interprétation de chaque spectateur qui s'associe très facilement à la confusion des rêves. Ainsi, plusieurs lectures peuvent s'effectuer de par également une mise en avant de l'imaginaire et de l'onirisme. Le monde est une énigme, la vie est une énigme, bien souvent dramatique. Une citation de Antoine de Saint-Exupéry. Alors bien que très différent et plus accessible que notre œuvre, puisque notre œuvre, je pense, n'est pas, selon moi, faite pour les enfants, pas très accessible aux enfants, malgré les dessins qui peuvent paraître enfantins à certains moments. Mais bien que très différent, comme je le disais, et plus accessible aux enfants, je ne peux m'empêcher de citer l'ouvrage Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est avant tout une réflexion sur la richesse du monde intérieur et paradoxalement sur les rapports avec autrui révélés par la détresse et l'apprentissage de la solitude. L'amour, l'amitié, l'attachement, la souffrance liée à une séparation sont des thèmes qui sont abordés dans notre film et également dans cet ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est également un voyage initiatique. Le protagoniste traverse les étapes à la fois cruelles et inévitables de la vie affective. Le monde est une énigme, la vie est une énigme, bien souvent dramatique. Mais bien que très noir, il y a des moments très chouettes et très rigolos, vous inquiétez pas. L'importance de l'imagination. J'aime aussi cette comparaison avec l'ouvrage L'Histoire sans fin de Michael Ende, car la richesse de l'imagination en est le thème principal. Le monde riche, paisible, harmonieux et lumineux disparaît au profit de la noirceur et peut renaître, non seulement grâce à l'imagination du protagoniste, mais aussi grâce à celle de chaque lecteur. Le but étant de rappeler que l'imagination est nécessaire à l'épanouissement personnel en utilisant l'imaginaire de mondes harmonieux qui se meurt et qui renaît grâce à la rêverie. Et ça, pour moi, c'est le thème principal de notre film, même si, encore une fois, voilà, ce qui est intéressant, c'est d'y voir ce qu'on veut. Mais pour moi, voilà, c'est une réflexion plutôt sur le pouvoir de l'imagination et voilà. C'est-à-dire que peut-être que ces nouvelles générations en ont de moins en moins de par le matraquage des écrans. Voilà, je n'affirme rien, mais voilà, l'importance de l'imagination pour s'épanouir tout simplement, je pense, et pour donc, grâce à nos rêveries, faire naître un monde
Quand je parle de faire naître un monde, je ne parle pas forcément de création artistique. Je parle de création, mais pas de création artistique ou littéraire. Pas forcément, en tout cas, car nous sommes tous des créateurs, voire pourquoi pas, nous sommes tous des artistes, dans le sens où nous avons tous la capacité d'imaginer, de rêver, de donc créer des mondes. Je pense personnellement, et en tout cas je me pose la question, du fait que des plateformes où voilà, l'excès de consommation et surconsommation de films, de vidéos, même qu'ils soient qualitatifs ou pas, dans le sens où qu'ils soient pas forcément formatés et standardisés comme beaucoup le sont maintenant, et là je pense que tout cela, ça empire, je pense, notre capacité à imaginer. Encore une fois, c'est plus un questionnement qu'une affirmation, évidemment. Mais c'est en tout cas le questionnement que j'apporte dans ce film, car je pense que effectivement, toute œuvre, surtout celle qui s'apporte à la rêverie ou à l'imagination tout court, nourrit notre inconscient et nous inspire. On s'inspire tous d'œuvres déjà existantes, inconsciemment ou pas. On forge notre imagination grâce en partie aux œuvres déjà existantes. Néanmoins, je pense que si on ne se permet pas de rêver sans forcément consommer, eh bien, est-ce que cela n'altérerait pas tout simplement notre pouvoir d'imagination ? Cette capacité aussi en tant qu'adulte de retourner, comment dire, à notre état d'enfant, et voilà, de pouvoir imaginer plein de mondes tout simplement, voilà. Et même chez les enfants, je ne porte aucun jugement sur les nouvelles générations qui, je soupçonne pour certains peut-être regarder avec excès des formats hyper standardisés et de consommer à outrance des œuvres hyper formatées et standardisées. Enfin voilà, je ne vais pas juger les œuvres que je vais citer, mais j'ai assisté à une classe de, je crois que c'était CE1, CE2 ou CM2. L'animatrice en question leur proposait de regarder un film. Quel film ? Donc on met forcément Netflix, et ils ont tous opté pour, je crois que c'était Suicide Squad. Bon, je connais pas Suicide Squad, mais je sais même pas si c'était Suicide Squad en fait, je me souviens plus. Enfin, non, je ne vais pas juger Suicide Squad, franchement, parce que je ne connais pas. Mais je crois que c'était même pas ça, en fait. Je me souviens plus. C'était quelque chose à la Marvel, mais c'était même pas Marvel. Mais je crois que ça avait fait... Je crois qu'il y avait eu un certain succès avec ce truc. Mais bon, bref. Les enfants ont tous demandé ça, et je soupçonne, pour la plupart, en tout cas, de ne pas être... de ne pas toucher à la diversité dans ce qu'il regarde. De la même manière, je connais un enfant qui ne me parle uniquement de piratage informatique et de ce genre de trucs
Voilà, et jamais de rien d'autre. Quand j'essaie de lui parler d'autre chose, ça réagit pas. Et sa seule œuvre qui peut susciter l'imagination, où on baigne dans un autre monde, se résume à Star Wars. Je n'ai rien contre Star Wars du tout. Je dis pas que c'est mauvais, je ne minimise pas cette œuvre du tout. Par contre, voilà, c'est le seul truc qui apparemment. Ah oui, voilà, et les jeux vidéo. Voilà, les jeux vidéo énormément. Où voilà, j'ai rien contre non plus. Par contre, si notre imagination se résume qu'à ça, voilà, je me pose la question encore une fois, voilà, est-ce que notre pouvoir d'imagination va un peu en train de se détériorer? Voilà, bon, c'est mon point de vue. Celui de mon collaborateur, ce ne sera pas forcément celui-là, ou en tout cas, ce ne sera pas forcément la première couche, le premier degré de lecture. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est en ça aussi que notre film est confus, et ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire il est confus comme un rêve peut l'être. Je veux dire, on a tous plein de facettes, on a tous des facettes différentes, contradictoires, et donc dans un rêve, il peut y avoir justement, vous pouvez être tout ça à la fois. Et du coup, c'est un peu comme si mon collaborateur et moi, nous sommes qu'une personne qui est le protagoniste de cette histoire et ce qu'il vit. Et du coup, la confusion de cette histoire fait que justement, il y a l'alliance de deux mondes. Et de beaucoup plus finalement, puisque chaque spectateur peut y mettre du sien. Toujours comparable à l'Histoire sans fin de l'auteur allemand Michael Ende, il y a sans doute une sensibilité écologique et environnementale dans notre film, un sujet qui a très souvent fait partie de mes peintures et qui me tient également à cœur, néanmoins très souvent abordé de manière plutôt inconsciente ou pas, ça dépend, mais c'est vrai que du coup voilà, là c'est vraiment, je pense, selon moi, pour moi plutôt, le dernier degré. Voilà, je pense pas que ce film est destiné à avoir un discours écologique, mais c'est vrai que je prends pour exemple surtout ces plantes lunes qui poussent, donc on voit que la lune est ralliée à la Terre. Il y a d'ailleurs une citation qui appartenait à l'un de mes tableaux que j'avais trouvé, qui est Dis-moi compagnon, la lune ne faisait-elle pas partie de la Terre autrefois? Donc une certaine dimension, voilà, pourquoi pas écologique, en tout cas rappeler que l'univers est un tout et que nous sommes que des poussières d'étoiles. Le procédé de cette œuvre est comparable à celui du cadavreski. À la manière d'un cadavreski, le travail de collaboration entre texte poétique et peinture se complète au fur et à mesure que le montage vidéographie s'effectue. Mais je vais revenir un peu plus précisément sur cette notion de cadavreski qui justement a fait que aussi notre rêve, petit lapsus, que notre film est confus comme un rêve, puisque finalement nous avons travaillé comme un cadavreski. Donc un cadavreski, c'est quand c'est un texte ou un dessin, on commence à écrire, à dessiner, on cache et le prochain continue. Donc après ça donne quelque chose de souvent très confus, donc c'est exactement ce qu'on a commencé par faire, d'où la confusion et les deux mondes qui s'allient. Et après, finalement, plus on avançait dans le récit et plus nous avons accordé nos violons. Endormissement et paralysie du sommeil. La première partie de ce projet est une introduction de 8 minutes environ intitulée Prologue. Elle représente la première phase du sommeil du protagoniste, l'endormissement, ainsi que le phénomène de la paralysie du sommeil. Le projet étant pensé comme un cadavreski, mais aussi comme une expérience visuelle et auditive, cette première partie prologue en est la plus convaincante et se visionne de cette manière. La première moitié de cette introduction présente un fond noir qui est interrompu à certains moments par des silhouettes sombres aux yeux rouges, réalisées à la peinture acrylique. Il est alors primordial que le spectateur de l'histoire
le vivent de façon intime et immergée, c'est-à-dire avec le port d'un casque audio, des écouteurs ou l'utilisation d'un bon son tout simplement, et un son stéréo de préférence. L'audio se caractérise par une narration avec une voix chuchotée sur un fond sonore inquiétant. J'essaye maintenant de regarder autour de moi à la recherche du moindre indice de leur présence. Des sortes de distorsions à la guitare se manifestent de façon imprévue et surprenante lorsque les visuels apparaissent brièvement jusqu'à ce que la guitare explose et installe une nappe sonore qui fait la transition avec la seconde moitié du prologue. Dans cette transition, les ombres peintes qui représentent le cauchemar se révèlent. L'image défile de bas en haut avec un genre de flou visuel, mais à ce moment-là, on ne peut parler d'animation pour autant, même s'il y a un petit mouvement vertical. Et donc avec tout le visuel et surtout l'audio, et le visuel aussi, et les textes qui racontent plus ou moins clairement la paralysie du sommeil. Enfin, en tout cas, on peut vraiment le deviner, je pense, quand on a vécu cette expérience. Et donc nous avons tenté avec tous ces aspects-là de faire ressentir au mieux la paralysie du sommeil. De l'ombre à la lumière. La seconde moitié de cette introduction est présentée visuellement de façon théâtrale. C'est un cadrage fixe, les ombres en peinture reviennent et restent immobiles à l'image. Leurs textures particulières qui jonglent entre le flou et le net ont été réalisées sur le logiciel de montage Premiere Pro. Elles suggèrent une présence palpable et vivante bien que les motifs soient immobiles. En revanche, intervient au cours de cette partie l'image vidéographique d'une danseuse. C'est une silhouette fantomatique et transparente qui met en scène des mouvements de danse flamenco devant l'image peinte des silhouettes noires représentant également des danseuses de flamenco inquiétantes. Alors, pourquoi de flamenco? En vrai, c'est un rêve que j'ai fait juste avant le confinement, donc il y a quand même 4 ans maintenant, un truc comme ça, le premier confinement. Et donc, j'ai rêvé de ça, voilà, c'était très bref, c'était très bref, c'était quelques secondes et je dormais pas totalement. Voilà, il y avait ces ombres-là qui se levaient un peu de cette manière-là devant mon lit, voilà. Mais c'était encore plus sombre, j'allais dire, non. Oui, si, c'était encore plus sombre, encore plus distordu, et voilà, sans les yeux rouges, je les ai rajoutés. Et voilà, beaucoup plus confus, voilà. J'ai pas eu peur, trop, enfin, voilà, non, ça a duré 1 seconde, et je me suis dit, waouh, ça, faut que je le retienne. Et ça me faisait vraiment penser à des danseuses de flamenco. Et encore une fois, ça aurait pu être d'autres ombres, mais je vous rappelle que c'est mon collaborateur qui a sélectionné quelques-unes de mes peintures qui vraiment lui ont inspiré un texte. Et celle-ci fut la première. L'audio est tout aussi important et le sera durant tout le film. Dans la continuité de la première moitié du prologue, le fond sonore angoissant présente des distorsions qui se baladent de façon panoramique, ainsi que la voix off, toujours présente, qui se distorsionne également. Je prends maintenant un malin plaisir à côtoyer le vice. Tous les effets audio ont également été créés sur Premiere Pro à partir de sons que j'ai enregistrés ou retouchés. Enfin, ils ont tous été retouchés, mais je veux dire, il y a des sons que j'ai récupérés, que j'ai téléchargés et retouchés, pour la plupart, et d'autres que j'ai enregistrés moi-même et que j'ai retouchés. Peu à peu, l'ambiance change, devient moins lourde, de par le fond sonore qui s'apaise, avec la présence d'une musique post-rock assez douce et planante qui est du groupe Mogwai. Et le visuel lugubre se mélange avec une peinture acrylique lumineuse de couleur verte, représentant le monde harmonieux que le protagoniste a pour but d'atteindre. L'image disparaît avec un fondu au noir, laissant place au titre du film, Cette nuit. Le voyage du protagoniste et du spectateur sera une route de l'ombre vers la lumière. Le réveil dans un rêve. La première partie représente le réveil du protagoniste dans son propre rêve. Donc il rêve totalement, il n'est plus justement lors de la paralysie du sommeil, nous sommes dans un sommeil, lors de l'étape de la paralysie du sommeil justement, nous sommes entre le rêve et la réalité. Là le personnage se réveille dans son rêve, il rêve totalement. Celui-ci peut alors vivre son rêve consciemment. Le paysage de cette première partie représente
Un environnement très minimaliste, sombre dans les bleus et gris, et complètement désertique. Réalisé avec de la peinture numérique sur Photoshop, la texture des couleurs est sableuse. En effet, quelque chose comme de la cendre semble tomber du ciel. Je compare cet univers à l'imaginaire d'Alain Damasio dans son roman La Horde du Contretemps, qui présente un environnement post-apocalyptique dans lequel tombe également une pluie de sable. Je ne connaissais pas avant de créer ce paysage, qui est une extension de la toile Le Marcheur 2, donc, que j'ai faite à ardoise, peinture acrylique sur ardoise, et qui est également présente du coup dans notre film. L'ambiance de cette partie, certes inquiétante, est contrastée avec un morceau de musique classique, Arabian Dance, de Tchaïkovski, qui apaise. Tel un parent, il me montre la voie. Peut-être me guidera-t-il vers mon propre destin. C'est décidé, son combat, je le ferai mien. Cette première moitié est purement sensorielle. L'image reste à la première personne et le spectateur vit la scène à la place du protagoniste. Comme si le regard bougeait, l'image déambule de droite à gauche et de gauche à droite de manière saccadée, comparable à un jeu vidéo dans lequel on déplace la vision du personnage à l'aide d'un joystick, et donc le personnage peut observer cet environnement mystérieux. C'est alors qu'à la seconde moitié de la première partie, et pour la première fois, le point de vue change. En effet, la vision du spectateur passe désormais de la première personne à la troisième personne, et cela durant quasiment tout le reste du film. C'est à partir de là que l'on peut parler véritablement d'animation. Pour animer mes personnages dans le plan ou encore certains éléments dans le paysage, j'utilise une technique comparable à celle du celluloïd en multiplan. En pratique, il est possible de se contenter de 12 dessins par seconde, car c'est le maximum d'images que l'œil humain peut gérer. Il suffit de les enregistrer en double pour en obtenir 24. Des inventions majeures réalisées au tout début du XXe siècle ont facilité le travail des animateurs, notamment le cellulo en 1914. C'est le cas de certains cartoons des Merry Melody, comme le Rendez-vous des Mélomanes. Depuis les années 1920, le dessin animé repose typiquement sur le cellulo, une feuille souple et transparente, à l'origine composée de nitrate de cellulose, puis d'acétal de cellulose. Mais les animateurs ne travaillent pas directement sur le cellulo. Ils esquissent tout d'abord les dessins sur le papier calque. Les phases du mouvement des personnages ou des éléments du décor sont représentées sur des calques différents que l'on peut superposer, ce qui évite d'avoir à redessiner entièrement tout ce qui demeure fixe d'une scène à l'autre. Les dessins sont ensuite décalqués à l'encre de Chine ou plus précisément photocopiés sur les cellulos puis colorés à la gouache. La transparence du matériau permet, comme pour les calques, de dessiner les phases successives du mouvement sans avoir à redessiner systématiquement toute la scène. Au début du XXe siècle, quelques autres inventions sont venues renforcer l'emprise du dessin animé sur cellulo sur le cinéma d'animation comme la rotoscopie. La technique fait appel à des acteurs humains pour améliorer le réalisme et la fluidité dans les mouvements des personnages des dessins animés. Les acteurs sont filmés tandis qu'ils jouent la scène, puis les animateurs décalquent leurs contours, image par image, sur les fameux cellulos. C'est le cas par exemple des 3 Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, Alice au pays des merveilles ou encore Pocahontas. Puis dans les années 1920, une autre technique apparaît, celle du multiplan. C'est cette technique qui se rapproche le plus de mon procédé. Elle consiste à superposer plusieurs couches de cellulo pour créer un arrière-plan et un premier plan plus réalistes. Cela donne de la profondeur et du relief au décor. Par exemple, le multiplan permet de reproduire le fait qu'un buisson, devant un personnage, le soustrait à la vue du spectateur, que la taille d'une montagne augmente, plus on s'en rapproche, ou bien que les objets au premier plan se déplacent plus vite que ceux à l'arrière-plan lorsque la scène défile. C'est le cas par exemple d'un autre dessin animé de Walt Disney qui est Fantasia. Les studios pratiquaient beaucoup cette technique avant d'intégrer les images de synthèse. Je parle de Fantasia 1940, bien évidemment, où on sent vraiment le coup de crayon. Le protagoniste maintenant dévoilé fait partie intégrante des personnages de notre film. Il est représenté sous la forme d'une silhouette noire comme quasiment tous les autres personnages. De là s'effectue plus facilement, selon moi, un processus d'identification. On peut facilement comparer cela aux films et courts-métrages de Michel Oslo, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans Kirikou et la sorcière ou Les Contes de la nuit. Dans les œuvres de Michel Oslo, on peut également observer un contraste entre le noir des personnages en silhouette et les couleurs vives de leur entourage. Mais nous, à ce stade de notre film et pendant une bonne partie, les couleurs restent relativement sombres, voire très sombres.
Il faudra attendre beaucoup plus tard dans l'avancée du récit pour que les couleurs s'éclaircissent. On peut assez facilement comparer certains plans au tableau romantique de Caspar David Friedrich, comme par exemple l'abeille dans une forêt de chênes, ou encore cimetière d'un cloître sous la neige. En effet, l'ambiance, la répartition des arbres dans l'image et l'apparence des arbres sont similaires. Et finalement, je vous dis, j'ai pas fait exprès. Hein, voilà. Moi j'aime beaucoup, énormément Caspar David Friedrich et puis même tout ce qui est en rapport avec la période romantique. Du coup, inconsciemment, voilà, je l'ai reproduit probablement. Encore une fois, les arbres notamment, c'était pour reprendre l'univers de cette fameuse peinture sur ardoise, le Marcheur 2. Et donc voilà, mais non, c'est très joli. Errance. La seconde partie et la troisième partie sont chargées en action et notamment en animation. Le personnage est confronté à ce qui représente un danger suite à son errance dans le paysage désert et sombre. L'ambiance sonore devient inquiétante et prend une dimension psychédélique, laissant place à des voix et des sons qui se distorsionnent progressivement, s'envolent et s'étirent dans le temps par une réverbération exacerbée, s'étendent et prennent toute la place dans les paysages. Et là, en l'occurrence, des échos surnaturels. Ceci dit, la première partie prologue dont je vous ai déjà parlé, néanmoins, est très psychédélique. D'un point de vue pictural, nous avons affaire là à un mélange de peinture sur toile et sur ardoise, peinture numérique et collage retouche photo sur le logiciel Photoshop. Vers le réveil du protagoniste. Enfin, la dernière et quatrième partie prend une direction bien différente. D'un point de vue pictural, le rouge et l'ambiance sombre qui dominaient le film jusqu'à présent laissent place à un vert rassurant et lumineux. Le vert renvoie à l'espoir dans sa symbolique, bien qu'initialement c'est la couleur présente dans le tableau sélectionné par mon collaborateur qui définit le thème de cette dernière partie. Donc voilà, encore une fois, bon, c'est rigolo de savoir que le vert renvoie à l'espoir, mais évidemment ce n'est pas du tout conscient dans notre choix. Et en effet, le film s'avère plus léger et plus harmonieux au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la fin. Les sons et l'ambiance sonore, cette fois-ci composés, enregistrés et mixés nous-mêmes, participent à cette légèreté et cette sensation d'apaisement. On assiste au retour d'une alliance entre univers pictural et incrustation vidéographique. Comme un miroir de la partie prologue, cette dernière partie, épilogue, se terminera par un plan fixe qui rappellera directement le prologue. Seulement, à l'image du début de l'histoire, cette fin sera beaucoup plus lumineuse et les danseuses également présentes seront habillées de robes rouges qui contrasteront avec la couleur verte des paysages. Voilà, mais c'est tout. Je suis content de vous en avoir parlé. Désolé pour peut-être ce ton un peu universitaire où j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses. Mais voilà, c'était intéressant, je pense, de s'intéresser à notre processus de création. Voilà, et puis des différents sens qu'il peut y avoir à ce film, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, et je serai content d'avoir vos retours. Voilà, je vous mets dans la description également les ouvrages qui m'ont permis de vous apporter quelques connaissances sur les techniques les techniques d'animation, je vais y arriver, je vais y arriver. L'histoire des techniques d'animation et donc pour nommer celles qui finalement se rapprochent le plus de ce que j'ai fait. Voilà, donc retrouvez les références en description et puis merci beaucoup et puis à bientôt.